Pour Noël, mes parents m'ont offert un livre intitulé Comment grandir. Ma sœur a reçu des billets d'avion pour l'Europe. Alors, j'ai suivi leurs conseils et j'ai fait ceci. Le lendemain matin, ils m'appelaient en panne. Je m'appelle Sophia, j'ai 25 ans, et le Noël dernier a changé ma vie pour toujours. Pendant des années, j'ai vécu dans l'ombre de ma sœur cadette parfaite, Jessica. J'ai toujours eu l'impression de n'être jamais assez bien pour mes parents. Ce matin de Noël, Jessica a déballé des billets d'avion pour l'Europe, s'exclamant de joie, tandis que j'ai ouvert mon cadeau ensuite, un livre intitulé Comment grandir. La piqûre de la déception s'est rapidement transformée en détermination. Mes parents voulaient que je grandisse. Très bien. Je leur montrerai exactement ce que cela signifiait. Avant de vous raconter la décision qui a complètement changé ma vie, dites-moi d'où vous regardez et appuyez sur ce bouton j'aime si votre famille vous a déjà mal comprise. Grandir en tant que fille aînée dans ma famille était censé s'accompagner de certains privilèges. Du moins, c'est ce que prétendent tous les livres de parentalité. Mais chez moi, naître la première signifiait simplement avoir une place au premier rang pour regarder ma sœur cadette, Jessica, me surpasser dans tous les domaines possibles. Dès que Jessica est entrée à la maternelle, il était clair qu'elle était douée. Pendant que je luttais avec les mathématiques de base, Jessica résolvait des problèmes avancés. Quand j'ai finalement réussi à jouer Hot Crossbin à la flûte à bec après des semaines d'entraînement, Jessica jouait du Mozart au piano après seulement quelques leçons. Notre maison d'enfance dans la banlieue du Massachusetts était remplie de ses trophées, certificats et médailles. Mes rares réussites étaient rangées dans des tiroirs ou exposées sur des étagères basses où elles étaient à peine remarquables. Mes parents, Michael et Barbara, ne nous comparaient jamais explicitement, mais ils n'en avaient pas besoin. Leurs yeux s'illuminaient différemment quand Jessica parlait de ses réalisations. Quand je partageais la nouvelle d'avoir obtenu un B+ à un test difficile, il hochait la tête et disait « C'est bien, ma chérie ». Mais quand Jessica annonçait qu'elle avait été sélectionnée pour le concours national de sciences, les plans de dîner étaient annulés pour que nous puissions célébrer dans son restaurant préféré. Noël et les anniversaires étaient particulièrement révélateurs. Une année, quand j'avais 14 ans et Jessica 11, j'ai reçu un agenda et un ensemble de surligneurs parce que maman pensait que je devais être plus organisé avec mon travail scolaire. Jessica a reçu un ordinateur portable parce qu'elle montrait tant de promesses avec son club de codage. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu des leçons de conduite et un livre sur l'entretien des voitures. Jessica a reçu un appareil photo professionnel parce qu'elle avait un œil si artistique. Le schéma était douloureusement cohérent. Au moment où j'ai eu l'âge d'aller à l'université, j'avais accepté mon rôle dans la famille. J'ai choisi un diplôme pratique en comptabilité à l'université d'État, tandis que Jessica a reçu une bourse pour Princeton. Mes parents m'ont aidé à trouver un appartement abordable avec une colocataire, tandis qu'ils rendaient visite à Jessica sur le campus et l'invitaient à des dîners chics avec des professeurs. J'ai obtenu mon diplôme avec des notes décentes, trouvé un emploi stable dans un cabinet de comptabilité de taille moyenne et me suis installé dans une vie prévisible. Jessica a obtenu son diplôme avec mention très bien, a décroché un poste impressionnant dans un cabinet de conseil international et a parcouru le monde pour des projets professionnels. Maintenant, à 25 ans, je vivais dans un petit appartement d'une chambre à environ 30 minutes de mes parents. Les murs étaient peints en beige de location, et mes meubles étaient principalement des pièces d'occasion que j'avais trouvées au fil des ans. Mon travail de jeune comptable chez Wilson & Green Financial Services était stable, mais guère passionnant. Je passais mes journées à examiner des feuilles de calcul, à préparer des documents fiscaux et à assister à des célébrations d'anniversaire obligatoires au bureau où nous chantions maladroitement autour de cupcakes du supermarché. Ma vie sociale était tout aussi peu mouvementée. J'avais un petit cercle d'amis, surtout de l'université ou du travail, et nous nous retrouvions pour boire des apéritifs un vendredi sur deux. J'avais eu quelques relations occasionnelles, mais rien de sérieux ne s'était concrétisé. Selon toutes les normes conventionnelles, je me débrouillais bien. Je payais mes factures, contribuais à mon 401 Kelvin et appelais mes parents chaque semaine. J'étais la Sophia responsable, fiable, qui ne causait jamais de problème ni ne demandait d'attention. Mais sous cette façade stable, je me sentais creuse. Je n'arrivais pas à me défaire du sentiment que je ne faisais que vivre plutôt que de vraiment vivre. Mes parents n'aidaient pas avec leurs suggestions constantes que j'avais besoin de trouver une direction ou de construire un véritable chemin de carrière. Maman m'envoyait des liens vers des cours de développement professionnel. Papa mentionnait la fille de son ami, qui venait de devenir manager dans son entreprise.
Ces allusions étaient toujours livrées avec des sourires et des déclarations comme juste pour aider, mais chacune renforçait le message, je n'étais pas assez. Jessica, maintenant âgée de 22 ans, venait d'être promue et voyageait entre New York, Londres et Tokyo. Nos parents partageaient fièrement ces réalisations avec leurs amis, leurs voisins et même des inconnus au supermarché. Notre Jessica est au Japon ce mois-ci pour un projet spécial, annonçait-il avec fierté. Si je me trouvais avec eux, ajoutait-il peut-être, et Sophia va bien aussi. Un emploi très stable en comptabilité. Alors qu'un autre Noël approchait, je me suis préparé à la dynamique familière. Jessica avait appelé plus tôt dans la semaine, insinuant mystérieusement qu'elle avait d'énormes nouvelles à partager pendant les fêtes. J'ai emballé mon sac de nuit avec le pull que j'avais acheté pour maman et le livre de golf que j'avais trouvé pour papa. Mon cadeau pour Jessica était une écharpe d'une boutique qui coûtait plus que ce que je pouvais me permettre, mais je savais qu'elle apprécierait la marque. Je suis arrivé chez mes parents la veille de Noël, me garant dans l'allée juste au moment où un Uber déposait Jessica. Elle était impeccable comme toujours, ses cheveux parfaitement coiffés, portant un manteau de créateur que je reconnaissais d'un magazine. Nous nous sommes brièvement embrassés avant d'entrer où maman et papa nous attendaient à bras ouverts avec du chocolat chaud. La soirée s'est passée avec Jessica dominant la conversation, racontant des histoires sur ses clients importants et le restaurant célèbre où son équipe avait dîné la semaine précédente. J'ai parlé brièvement d'un nouveau système de classement que j'avais aidé à mettre en place au travail, mais le sujet est rapidement revenu aux aventures de Jessica. Cette nuit-là, allongé dans ma chambre d'enfance, entouré de quelques certificats académiques que j'avais obtenus et des peluches que j'avais aimées, j'ai regardé le plafond, me demandant si j'arriverais un jour à me sentir à la hauteur. Le lendemain matin, nous nous sommes rassemblés autour du sapin de Noël, les lumières scintillantes se reflétant sur les ornements que nous avions collectés au fil des ans. Maman a tendu à Jessica une petite enveloppe attachée avec un ruban rouge. « Celle-ci est pour toi, ma chérie », a-t-elle dit avec un sourire excité. Jessica l'a ouverte et a poussé un cri de joie. Des billets d'avion pour l'Europe en première classe. Vous êtes sérieux? Elle a sauté et a serré dans ses bras nos deux parents. C'est incroyable. J'ai toujours voulu visiter le bureau de Paris et maintenant je peux prolonger le voyage et voir Rome et Barcelone aussi. Papa a souri fièrement. Tu as travaillé si dur cette année, ma chérie. Tu mérites de voir le monde. Puis maman m'a tendu un paquet rectangulaire enveloppé dans du papier argenté. Et ceci est pour toi, Sophia. Je l'ai soigneusement déballé, essayant de gérer mes attentes. À l'intérieur se trouvait un livre avec une couverture jaune vif. Le titre, imprimé en grosses lettres noires, disait « Comment grandir, guide pratique pour le succès et la responsabilité adulte ». J'ai levé les yeux vers mes parents qui me regardaient avec des sourires encourageants. Nous pensions que cela pourrait vous aider à trouver une direction, a expliqué maman. Il a d'excellentes critiques en ligne. L'auteur est un coach de vie spécialisé dans l'aide aux jeunes adultes pour qu'ils atteignent leur potentiel, a ajouté papa. Il y a tout un chapitre sur l'avancement professionnel que j'ai trouvé particulièrement bon. J'ai forcé un sourire. Merci. Cela a l'air utile. J'ai mis le livre de côté tandis que Jessica continuait à planifier son aventure européenne à voix haute, vérifiant les horaires de vol sur son téléphone et listant tous les monuments célèbres qu'elle visiterait. Le reste de l'ouverture des cadeaux s'est déroulé comme prévu. Jessica a reçu des écouteurs chers, un portefeuille de designer et une nouvelle tablette. J'ai reçu des articles pratiques, un agenda pour l'année à venir, une carte cadeau pour un magasin de vêtements professionnels et un ensemble de contenants de conservation alimentaire parce que maman avait remarqué que les miens avaient l'air un peu usés lors de sa dernière visite à mon appartement. Alors que nous passions à la salle à manger pour le petit déjeuner de Noël, les billets d'avion de Jessica restaient au centre de l'attention. J'ai serré mon nouveau livre, les mots « Comment grandir » s'enfonçant dans ma paume comme de minuscules dagues. Chaque lettre rappelait comment mes parents me voyaient comme quelqu'un qui échouait encore dans l'âge adulte, qui avait encore besoin de conseils pour atteindre le minimum requis de ce qu'ils considéraient comme un succès. Le dîner de Noël ce soir-là était un cours magistral sur les dynamiques familiales subtiles. Maman avait préparé tous les plats traditionnels, la table dressée avec la belle vaisselle qui ne sortait que pour les occasions spéciales. Papa a découpé la dinde avec une précision cérémonielle, tandis que Jessica racontait comment la cuisine européenne se comparait au restaurant haut de gamme qu'elle fréquentait pour ses dîners d'affaires. La scène culinaire à Paris est tout simplement extraordinaire, a-t-elle expliqué, bien qu'elle n'y soit jamais allée. Mon patron dit que le restaurant du Ritz change la vie. Eh bien, tu nous raconteras tout quand tu y iras, a répondu maman,
servant à Jessica le morceau de viande blanche le plus savoureux. Prends beaucoup de photos pour nous. Papa hocha vigoureusement la tête. Fais juste attention à tes dépenses là-bas. Même avec ton salaire, Paris peut vider ton portefeuille plus vite que tu ne le penses. Jessica a écarté sa préoccupation. Ne t'inquiète pas. L'entreprise couvre la plupart de mon long séjour puisque je rencontrerai l'équipe de Paris. Les avantages d'être indispensable. Elle a souri avant de se tourner vers moi. Alors, Sophia, de grands projets pour la nouvelle année? Tous les yeux se sont tournés vers moi et j'ai ressenti la pression familière de leurs attentes. Je suis en lice pour une évaluation de performance en février, ai-je proposé. Je pourrais obtenir une petite augmentation. C'est bien, a dit maman sur le même ton qu'elle utilisait quand j'apportais à la maison des œuvres d'art en C+ de l'école primaire. Mais as-tu pensé à chercher des opportunités avec plus de potentiel de croissance? Tu es dans cette entreprise depuis 3 ans maintenant. Presque 4, ai-je corrigé. Exactement, a ajouté papa, pointant sa fourchette pour souligner. Tu ne veux pas te sentir trop à l'aise. L'ambition exige de l'inconfort, Sophia. Peut-être que ce livre que nous t'avons offert te donnera de bonnes idées, a suggéré maman, beurrant un petit pain. Les critiques disaient qu'il est particulièrement utile pour les personnes qui se sentent bloquées. Je ne suis pas bloqué, ai-je dit doucement, poussant la purée de pommes de terre sur mon assiette. Jessica s'est penchée et a tapoté ma main avec ce qui semblait être une sympathie répétée. Tu sais, mon entreprise cherche toujours des gens en finance. Pas pour des postes comme le mien, bien sûr. Mais je pourrais parler de toi si tu voulais quelque chose de plus dynamique. C'est si gentil de ta part, a rayonné maman en regardant Jessica. Toujours aux petits soins pour ta sœur, a ajouté papa avec fierté. La conversation a de nouveau changé alors que Jessica décrivait son itinéraire prévu pour l'Europe. Elle commencerait à Londres, où elle avait déjà des contacts, puis prendrait le train pour Paris, suivi de vols pour Rome, Barcelone, et peut-être une dernière étape à Berlin si le temps le permettait. Maman et papa ont écouté avec une attention soutenue, posant des questions sur chaque lieu et offrant des suggestions sur les sites célèbres à ne pas manquer. Je me suis excusé tôt, invoquant la fatigue d'une semaine de travail chargé. Personne n'a beaucoup protesté lorsque je suis monté à l'étage dans ma chambre d'enfance. Une fois seul, je me suis assise sur le bord de mon lit et j'ai finalement laissé les larmes couler. J'ai ramassé le livre que mes parents m'avaient donné, étudiant sa couverture vive et son titre audacieux. Comment grandir semblait se moquer de moi avec chaque lettre. J'ai essuyé mes yeux et j'ai commencé à feuilleter les pages. Le livre était divisé en chapitres avec des titres tels que « Prendre le contrôle de votre avenir financier », « Marquer votre carrière et construire des relations significatives ». Chaque page était remplie de conseils génériques et de citations inspirantes conçues pour motiver le lecteur soi-disant sans direction. Une section mise en surbrillance disait « L'âge adulte n'est pas donné, il se conquiert. Prenez des mesures audacieuses pour le conquérir dès aujourd'hui ». Plus je lisais, plus quelque chose changeait en moi. La douleur initiale a commencé à se transformer en autre chose. La colère, puis la détermination. Il pensait que j'avais besoin d'un manuel sur la façon d'être un adulte. Il croyait que je manquais de courage pour prendre ma vie en main. J'ai fermé le livre et je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant la rue calme de la banlieue où j'avais grandi. Chaque maison avait des lumières de Noël scintillantes dans l'obscurité. Chaque famille à l'intérieur avait probablement sa propre dynamique, ses propres attentes et déceptions. Je me demandais combien d'autres filles aînées étaient assises dans leur chambre d'enfance ce soir, se sentant inadéquates par rapport à leurs frères et sœurs. Un plan a commencé à se former dans mon esprit, nébuleux au début, puis avec une clarté croissante. Si mes parents voulaient que je grandisse, peut-être qu'il était temps que je le fasse exactement. Pas en suivant le chemin prescrit dans leur livre offert, mais en faisant un saut audacieux qui les forcerait à me voir différemment. Je suis retourné au lit et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes doigts ont plané sur le clavier alors que le doute s'installait. Ce que j'envisageais allait bouleverser ma vie prudente et stable. Ce serait la chose la plus impulsive que j'ai jamais faite. Étais-je vraiment capable d'un changement aussi spectaculaire? Puis j'ai entendu des rires venant d'en bas. Jessica était probablement en train de régaler nos parents d'un autre récit de ses triomphes professionnels. J'imaginais les 3 d'entre eux blottis dans le salon, ne remarquant même pas mon absence. Quelque chose s'est durci dans ma poitrine. Il était temps d'arrêter de vivre dans l'ombre, d'arrêter d'accepter le récit qu'ils avaient écrit pour moi. J'ai commencé à taper,
cherchant des opportunités qui m'emmèneraient loin de cette maison, de cette ville, de cette vie, où j'étais à jamais la fille décevante. Alors que la nuit se faisait plus tardive, ma détermination grandissait. Je leur montrerais ce que grandir signifiait vraiment. Pas en suivant leur chemin prescrit ou les conseils génériques de ce livre insultant, mais en traçant ma propre voie si audacieusement qu'ils n'auraient d'autre choix que de me voir sous un nouveau jour. À minuit, alors que les voix de ma famille flottaient encore d'en bas, j'avais les débuts d'un plan qui allait tous les choquer. Demain, pendant qu'ils digéreraient leur dîner de Noël et que Jessica parcourait des guides de voyage européens, j'enclencherai une chaîne d'événements qui les obligerait enfin à reconnaître que je n'étais plus seulement la Sophia fiable et prévisible. J'ai fermé mon ordinateur portable, un calme étrange s'installant en moi. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose de proche de l'excitation. Demain serait le début de quelque chose de nouveau. Demain, je commencerai à grandir vraiment, selon mes propres termes. Alors que la maison dormait, je suis resté éveillé, mon esprit courant avec des possibilités. Il était 2 heures du matin, le 26 décembre, et la douce lueur de mon ordinateur portable illuminait mon visage déterminé alors que je cherchais des opportunités qui m'emmèneraient loin de ma vie prévisible. La première étape était de contacter mon réseau, aussi limité soit-il. J'ai parcouru mes contacts, considérant chaque personne qui pourrait m'aider à faire un changement radical. La plupart de mes amis étaient installés dans des carrières similaires, confortables, mais pas exactement aventureux. Puis je me suis souvenu d'Amanda Martinez. Amanda et moi avions été proches à l'université avant qu'elle ne prenne un semestre à l'étranger en Amérique du Sud et ne revienne complètement différente. Pendant que je jouais la carte de la sécurité avec mon diplôme en comptabilité, Amanda s'était réorientée vers le développement international. Nous nous étions éloignés à mesure que nos vies prenaient des directions différentes, mais nous échangions toujours des messages d'anniversaire et des nouvelles occasionnelles. Selon son dernier post sur Facebook, Amanda travaillait maintenant pour une start-up innovante appelée EcoFuture, axée sur des projets de développement durable en Amérique du Sud. Elle avait posté des photos du Pérou la semaine dernière, debout à côté de membres de la communauté locale devant un système d'énergie solaire nouvellement installé. Les mains tremblantes, j'ai composé un message, essayant de paraître décontracté malgré l'heure. Salut Amanda, ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment parlé. J'espère que tes vacances se passent bien. J'ai vu tes récents projets au Pérou et ils ont l'air incroyables. Je pense sérieusement à un changement de carrière majeur et je me demandais si nous pouvions rattraper le temps perdu bientôt. J'adorerais en savoir plus sur ton travail. Y a-t-il une chance que tu sois libre pour un appel rapide demain? J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir douter, puis j'ai continué mes recherches. J'ai ouvert plusieurs onglets, informations sur les exigences de visa pour le Pérou, coût de la vie à Lima, cours d'espagnol et options bancaires internationales. Chaque nouvelle information rendait mon plan plus réel et plus réalisable. À ma grande surprise, une réponse d'Amanda est arrivée quelques minutes plus tard. Sophia, super de tes nouvelles. Je travaille en fait en ce moment sur une proposition. Le décalage horaire avec le Pérou rend mon emploi du temps étrange. Je suis libre pour parler maintenant si tu es disponible. Voici mon numéro si tu veux appeler. J'ai attrapé mon téléphone et je suis sorti dans le couloir, en faisant attention de ne réveiller personne. Je me suis glissé dans la salle de bain, j'ai allumé le ventilateur pour étouffer ma voix et j'ai composé le numéro d'Amanda. Sophia Wilson, est-ce vraiment toi? La voix d'Amanda était chaleureuse et excitée. Qu'est-ce qui te prend de m'écrire à 2 heures du matin pour parler de changement de carrière? La dernière fois que j'ai entendu, tu t'installais dans ta vie de comptable. J'ai besoin d'un changement, Amanda, ai-je dit, surprise par la fermeté de ma voix. Un vrai changement. Pas juste un nouvel emploi dans le même domaine ou un déménagement dans une autre ville. J'ai besoin de quelque chose de complètement différent. Ok, a répondu Amanda, son ton devenant curieux. Parle-moi. Qu'est-ce qui a provoqué cela? Je lui ai raconté une version abrégée de mon expérience de Noël, du livre et des années passées à vivre dans l'ombre de Jessica. Amanda a écouté sans interrompre, faisant occasionnellement des sons sympathiques. Alors maintenant je veux faire quelque chose d'audacieux, ai-je conclu. Quelque chose qui prouve que je peux prendre des risques et réussir selon mes propres termes. Quand j'ai vu tes posts sur le Pérou, ça m'a fait penser à venir au Pérou. Amanda a semblé surprise. Sophia, c'est un saut énorme depuis la comptabilité dans le Massachusetts. Exactement, ai-je dit, me sentant plus confiante à chaque mot. C'est exactement ce dont j'ai besoin.
Un saut énorme. Eh bien, a dit Amanda lentement. C'est drôle que tu appelles ce soir spécifiquement. Nous venons d'approuver une expansion majeure de notre programme de littératie financière communautaire. Nous avons besoin de quelqu'un avec des connaissances en comptabilité qui puisse aider les entrepreneurs locaux à développer des modèles commerciaux durables. Notre précédent conseiller financier a accepté un poste aux Nations Unies, nous laissant dans le pétrin. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Est-ce que vous dites qu'il pourrait y avoir un poste réel? Ce serait un contrat de 6 mois pour commencer, a expliqué Amanda. Le salaire n'est pas incroyable comparé à la comptabilité d'entreprise, mais il couvre les frais de subsistance plus une allocation, et nous fournissons un logement à Lima. Tu devrais être à l'aise avec les déplacements dans des zones reculées et au moins un peu d'espagnol serait utile, bien que nous ayons des traducteurs pour les termes techniques. Quand auriez-vous besoin de quelqu'un, ai-je demandé, serrant le téléphone plus fort. Hier, a ri Amanda. Mais réalistiquement, dans les 2 prochaines semaines, nous lançons un nouveau projet en janvier. Mon esprit s'emballait. Cela se passait beaucoup plus vite que je ne l'avais prévu. Puis-je vous envoyer mon CV ce soir? Absolument. Je ne peux rien promettre, Sophia. Je devrais en discuter avec mon équipe et il y aura un processus d'entretien, même s'il est accéléré. Je comprends, ai-je dit, mettant déjà à jour mon CV mentalement. Merci de me considérer. Après avoir terminé l'appel, je suis retourné dans ma chambre et j'ai passé la prochaine heure à retravailler mon CV, en mettant l'accent sur les compétences transférables et en ajoutant une lettre de motivation passionnée expliquant pourquoi je voulais me tourner vers le développement international. J'ai envoyé les documents à Amanda à 3h30 du matin, puis j'ai commencé à faire des listes de tout ce que je devrais faire si cela fonctionnait vraiment. Premièrement, je devrais démissionner de mon emploi actuel. L'idée de dire à mon manager que je partais travailler au Pérou m'a donné un frisson. Deuxièmement, je devrais résilier mon bail. Troisièmement, je devrais décider quoi faire de mes biens. L'idée de faire don de la plupart de mes affaires me semblait étonnamment libératrice. J'ai vérifié mes comptes bancaires, calculant exactement combien d'économies j'avais à disposition. Après près de 4 ans de budgétisation rigoureuse et de vie modeste, j'avais accumulé un peu plus de 20 000 $. C'était censé être une mise de fonds pour une maison un jour, mais maintenant cela représentait la liberté. À 5 heures du matin, j'avais créé une feuille de calcul détaillée décrivant chaque étape de mon potentiel nouveau plan de vie. J'avais recherché des vols pour Lima, compilé une liste d'essentiels à emporter et marqué des sites web pour des cours intensifs d'espagnol. J'avais même rédigé des emails de démission et des avis de résiliation de bail prêts à être envoyés si l'opportunité avec Eco Futur se concrétisait. À l'aube du 26 décembre, je me suis finalement couché, épuisé mais trop excité pour dormir. Par ma fenêtre, je pouvais voir le ciel devenir rose avec la promesse d'un nouveau jour. Quoi qu'il arrive avec la société d'Amanda, j'avais déjà pris une décision. J'allais changer ma vie de manière spectaculaire. Il n'y avait plus de retour en arrière à la Sophia prévisible et négligée. Mon téléphone a vibré avec une notification par email. Les doigts tremblants, je l'ai ouverte pour trouver un message d'Amanda. L'équipe est très intéressée après avoir vu votre parcours. Pouvez-vous faire un entretien vidéo à 11h, heure locale? Désolé pour la précipitation, mais nous devons vraiment avancer rapidement sur ce poste. J'ai tapé ma réponse immédiatement. Absolument. Je serai prête. J'ai fermé les yeux. Un sourire s'est étalé sur mon visage. Dans quelques heures, j'allais passer un entretien pour un emploi à l'autre bout du monde. Le livre que mes parents m'avaient donné était sur ma table de chevet, sa couverture vive semblant maintenant moins une insulte et plus un catalyseur involontaire de la plus grande décision de ma vie. Je me suis réveillé après à peine 2 heures de sommeil agité, l'adrénaline parcourant mes veines. En bas, j'entendais ma famille bouger dans la cuisine, les bruits familiers de la préparation du petit déjeuner. Le rire de Jessica retentit, suivi de la voix de ma mère demandant si elle voulait plus de café. Discrètement, je me suis préparé pour mon entretien, choisissant mon chemisier le plus professionnel et appliquant mon maquillage avec une précision méticuleuse. J'ai trouvé un coin neutre dans ma chambre qui servirait de toile de fond adéquate pour l'appel vidéo, ajustant ma lampe de bureau pour assurer un éclairage correct. À 10h55, je me suis assise, prête devant mon ordinateur portable, prenant de profondes respirations pour calmer mon cœur battant la chamade. L'appel vidéo s'est connecté précisément à 11h, révélant Amanda et 2 collègues, un homme d'âge moyen aux cheveux poivre et sel, présenté comme Carlos,
le directeur des opérations, et une jeune femme nommée Lucia, la coordinatrice de projet. Merci de vous joindre à nous à si bref délai, a commencé Carlos avec un sourire chaleureux. Amanda a partagé votre CV et parle hautement de vos capacités. L'entretien s'est déroulé rapidement, se concentrant sur mes connaissances financières, mes capacités de résolution de problèmes et mon adaptabilité aux nouveaux environnements. Ils ont posé des questions précises sur la manière dont j'aborderai l'enseignement de la littératie financière à de petits entrepreneurs ayant une éducation formelle limitée et comment j'adapterai les principes comptables pour fonctionner dans des contextes culturels locaux. Soyons honnêtes, a dit Lucia vers la fin. Ce rôle exige quelqu'un qui peut penser rapidement et embrasser l'incertitude. Votre parcours montre la stabilité et la précision qui sont précieuses, mais ce serait un changement d'environnement important. Qu'est-ce qui vous rend confiante dans votre capacité à vous adapter? J'ai pris une profonde inspiration. Toute ma vie a été consacrée à répondre aux attentes des autres et à suivre les chemins prescrits. Cela m'a rendue fiable et rigoureuse, oui, mais cela m'a aussi appris à naviguer dans des systèmes sociaux complexes et à m'adapter à différentes normes. Ce que vous n'avez pas vu sur mon CV, c'est ma soif de travail significatif et ma capacité à grandir lorsqu'on me donne l'opportunité. Je ne cherche pas seulement un changement d'emploi. Je cherche à transformer complètement mon approche de la vie, et je crois que votre organisation et ce projet correspondent parfaitement à cet objectif. Les 3 intervieweurs ont échangé des regards et j'ai vu Carlos donner un léger signe de tête. Merci, Sofia, a-t-il dit. Nous avons encore quelques candidats à rencontrer, mais nous prendrons notre décision très rapidement. Attendez-vous à avoir de nos nouvelles d'ici la fin de la journée. Dès que l'appel s'est terminé, j'ai exhalé profondément, mes mains légèrement tremblantes. Avais-je été trop honnête, trop désespéré? J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai essayé de me ressaisir avant de rejoindre ma famille en bas. Dans la cuisine, maman préparait des sandwichs pour le déjeuner pendant que papa et Jessica discutaient de sa prochaine aventure européenne. Te voilà enfin, a dit maman quand je suis apparu. Nous pensions que tu allais dormir toute la journée. Tout va bien? Tu as l'air un peu rouge. Je vais bien, ai-je répondu, acceptant le sandwich qu'elle m'a offert. J'avais juste quelque chose à régler. Des emails de travail, même le jour après Noël, a secoué la tête papa. Cette entreprise vous exploite trop pour ce qu'elle vous paie. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré avec une notification par email. M'excusant, je suis allé dans le couloir pour le lire. Chère Sofia, nous sommes heureux de vous proposer le poste de spécialiste en éducation financière avec l'initiative de développement communautaire EcoFutur Pérou. Après mûre réflexion, notre équipe a été impressionnée par vos connaissances techniques et votre désir évident de changement significatif. Nous pensons que vous seriez un excellent ajout à notre équipe. Compte tenu de l'urgence du projet, nous aurions besoin que vous commenciez le 3 janvier à Lima. Veuillez trouver ci-joint la lettre d'offre formelle avec les détails salariaux et les spécificités du projet. Nous exigeons votre décision dans les 24 heures en raison du calendrier accéléré. Cordialement, Carlos Mendoza, directeur des opérations. Mon cœur battait la chamade alors que je parcourais rapidement le document joint. Le salaire était en effet inférieur à celui de mon poste actuel, mais comme Amanda l'avait mentionné, il comprenait le logement à Lima et des allocations pour les repas lors des visites communautaires. Le contrat était initialement de 6 mois avec possibilité de prolongation en fonction des résultats du projet et du financement. C'était réel. Cela se passait. J'avais 24 heures pour décider si j'étais vraiment assez courageuse pour bouleverser toute ma vie. Mais au fond de moi, j'avais déjà décidé. Je suis retourné dans la cuisine avec une détermination renouvelée, finissant calmement mon déjeuner pendant que ma famille continuait sa conversation sur les projets de voyage de Jessica. Dès que j'ai pu poliment m'excuser, je me suis retiré dans ma chambre et j'ai commencé à exécuter le plan que j'avais esquissé pendant ma nuit blanche. Premièrement, j'ai rédigé mon email de démission à Wilson & Green Financial Services, exprimant ma gratitude pour les opportunités qu'ils m'avaient offertes, mais expliquant que j'avais accepté un poste dans une organisation de développement international. Je l'ai programmé pour l'envoyer le lendemain matin. Ensuite, j'ai appelé mon propriétaire pour lui expliquer que j'avais besoin de résilier mon bail en raison d'une opportunité d'emploi inattendue à l'étranger. Heureusement, mon appartement était très demandé et il était confiant qu'il trouverait rapidement un nouveau locataire. Nous avons convenu que je renoncerais à ma caution en échange du préavis court. Puis j'ai contacté une organisation caritative locale pour organiser le don de mes meubles et de la plupart de mes affaires.
Il pouvait tout récupérer le 30 décembre, me laissant juste assez de temps pour emballer les essentiels que j'emporterais au Pérou. Les doigts tremblants, j'ai réservé un vol aller simple pour Lima, partant le 2 janvier, en utilisant une part importante de mes économies. La réalité de ma décision devenait plus concrète à chaque tâche accomplie. En fin d'après-midi, j'avais mis en place tous les changements majeurs nécessaires pour transformer complètement ma vie. J'ai envoyé mon email d'acceptation à EcoFuture, confirmant que je serais à Lima, prête à commencer le 3 janvier. La seule chose qui restait à faire était de le dire à ma famille. J'ai envisagé différentes approches, pesant les avantages d'une conversation directe par rapport à la probabilité qu'ils essaient de me dissuader de ma décision. Finalement, j'ai opté pour une voie intermédiaire, je leur dirai après avoir accompli une autre étape critique. Glissant hors de la maison pendant que tout le monde était distrait par un film, j'ai conduit jusqu'à la succursale bancaire la plus proche encore ouverte le jour après Noël. Là, j'ai retiré une part importante de mes économies en espèces et j'ai organisé pour que le reste soit accessible internationalement. L'agent bancaire a semblé surpris de mes demandes, mais a tout traité efficacement. Quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé ma famille toujours absorbée par son film. J'ai calmement emballé mon sac de nuit, ne laissant que ce dont j'aurais besoin pour le matin. J'ai placé le livre Comment grandir en bonne place sur mon lit. Ce soir-là, alors que nous nous réunissions pour les restes du dîner de Noël, je suis restée silencieuse, observant ma famille avec de nouveaux yeux. Ils semblaient être des personnages dans une pièce dans laquelle j'avais joué pendant 25 ans. Mais maintenant, je me préparais à descendre de scène et à entrer dans une production complètement différente. Tu es bien silencieuse ce soir, a noté maman en débarrassant les assiettes. Toujours fatiguée. Je réfléchis juste, ai-je répondu avec un petit sourire. As-tu eu le temps de commencer ce livre, a demandé papa. Le premier chapitre sur la prise d'initiative est particulièrement bon. Je l'ai fait en fait, ai-je dit. Cela m'a donné beaucoup à réfléchir. Eh bien, c'est génial, a rayonné maman, visiblement heureuse que j'ai accepté leur cadeau dans l'esprit qu'ils avaient voulu. Parfois, nous avons tous besoin d'un peu de guidance pour apporter des changements positifs. Jessica a levé son verre dans un toast simulé aux changements positifs de la nouvelle année. À des changements positifs, ai-je fait l'écho, rencontrant ses yeux avec une confiance qui a semblé la dérouter momentanément. Plus tard, dans l'intimité de ma chambre, j'ai préparé le dernier élément de mon plan. J'ai rédigé un message texte à mes parents, mais je ne l'ai pas encore envoyé. J'ai joint une photo de ma confirmation de vol pour Lima et de la lettre d'offre d'EcoFuture. Le message disait « Merci pour le livre sur le fait de grandir ». J'ai décidé de suivre ses conseils sur l'action audacieuse et la création de mon propre chemin. Au moment où vous lirez ceci, je me préparerai à commencer un nouveau travail au Pérou avec une organisation de développement international. Je suis en sécurité et enthousiaste à propos de cette opportunité. J'appellerai une fois installé. Bisous, Sophia. J'ai programmé l'envoi automatique pour l'après-midi suivant, lorsque je serai bien parti pour mon appartement afin de commencer mes préparations finales. Alors que je me couchais cette nuit-là, un calme étrange avait remplacé mon anxiété précédente. Demain, je quitterai cette maison et commencerai à démanteler mon ancienne vie. Dans un peu plus d'une semaine, j'embarquerai dans un avion pour un pays que je n'avais jamais visité pour commencer un travail différent de tout ce que j'avais fait auparavant. C'était terrifiant et exaltant à parts égales. Le livre était sur ma table de chevet, son titre captant le clair de lune à travers ma fenêtre. Comment grandir, proclamait-il en grosses lettres. Mes parents ignoraient que leur cadeau m'aiderait effectivement à grandir, juste pas de la manière qu'ils avaient prévu. L'avion a atterri à Lima avec une douce secousse, me tirant d'un sommeil agité. Pour la première fois en 7 jours, je me suis permise de traiter pleinement le tourbillon d'événements qui avaient transformé ma vie. Après avoir quitté la maison de mes parents le lendemain de Noël, je m'étais consacré aux préparatifs avec une concentration exclusive. Je suis retourné à mon appartement et j'ai immédiatement commencé à trier mes affaires en 3 catégories, objets à donner, objets à stocker chez un ami et objets à emporter au Pérou. Le processus avait été étonnamment libérateur. Chaque objet jeté représentait un autre lien avec ma vieille vie coupée. L'organisation caritative avait récupéré mes meubles comme prévu. Mon amie Mélissa avait accepté de stocker 2 petites boîtes d'objets sentimentaux dans son sous-sol. Tout le reste avait été donné ou jeté. Avant le réveillon du Nouvel An, mon appartement de 4 ans avait été réduit à 2 valises et un bagage à main. Pendant tout ce temps, j'avais gardé mon téléphone en mode avion,
évitant la tempête inévitable de messages et d'appels de ma famille. J'avais seulement brièvement allumé mon téléphone pour confirmer que mon message programmé avait bien été livré, puis je l'avais immédiatement éteint à nouveau. C'était en partie pratique car j'avais besoin de me concentrer sur mes préparatifs, mais surtout de préservation de soi. Je savais qu'entendre leur voix pourrait affaiblir ma résolution. Maintenant, alors que l'avion taxiait vers la porte de l'aéroport international Jorge Chavez, j'ai finalement rallumé mon téléphone. Il a immédiatement commencé à vibrer avec les notifications accumulées, 28 appels manqués de mes parents, 17 de Jessica, 46 messages textes, 12 messages vocaux. J'ai pris une profonde inspiration et ouvert le premier message texte de ma mère envoyé quelques minutes après la livraison de mon message programmé. « Sophia, de quoi parles-tu? Est-ce une blague? Appelle-nous immédiatement. » Le suivant, envoyé 30 minutes plus tard. « Nous sommes morts d'inquiétude. Appelle-nous maintenant. » De mon père, c'est complètement irresponsable. Quel que soit le point que tu essaies de faire, ce n'est pas la bonne façon. Appelle-nous. De Jessica, putain, Sophia? Maman et papa sont en train de paniquer. Qu'est-ce que tu fais? Les messages devenaient de plus en plus paniqués au fur et à mesure des heures sans ma réponse. Nous avons appelé ton travail et ton appartement. Personne ne sait où tu es. Nous envisageons d'appeler la police. Sophia Marie Wilson, ce n'est plus drôle. Nous avons vraiment peur. Fais-nous juste savoir que tu es en sécurité. Ton patron dit que tu as démissionné. Ton propriétaire dit que tu déménages. As-tu perdu la tête? J'ai parcouru tous ces messages, mon cœur battant la chamade, mais ma résolution inébranlée. Le dernier message envoyé il y a quelques heures était de ma mère. Nous savons que tu es censé prendre l'avion pour le Pérou aujourd'hui. S'il te plaît, reconsidère. Au moins, parle-nous avant de partir. Nous t'aimons. Alors que les passagers autour de moi rassemblaient leurs affaires et se dirigeaient vers les sorties, j'ai ouvert ma messagerie vocale et j'ai écouté le dernier message vocalisé par mon père ce matin. Sophia, nous comprenons que tu sois contrariée par quelque chose, bien que nous essayions encore de comprendre quoi exactement, mais cette réaction est extrême et inquiétante. Tu n'as jamais été impulsive comme ça. Nous craignons que tu ne réfléchisses pas clairement. S'il te plaît, appelle-nous avant de monter dans cet avion. Nous pouvons résoudre tout cela ensemble, en famille. J'ai rangé mon téléphone et j'ai rejoint la file des passagers quittant l'avion. L'air humide de Lima m'a frappé en sortant dans la passerelle, si différent du froid hivernal que j'avais laissé derrière moi dans le Massachusetts. Cela ressemblait à une manifestation physique du changement que j'avais embrassé. Après avoir passé l'immigration et récupéré mes bagages, j'ai trouvé Amanda qui m'attendait dans la zone des arrivées, tenant une pancarte avec mon nom et le logo EcoFuture. Son visage s'est illuminé lorsqu'elle m'a repéré. « Tu l'as vraiment fait ?» s'est-elle exclamée, en m'étreignant. Une partie de moi se demandait si j'allais changer d'avis. « Il n'y a plus de retour en arrière maintenant », ai-je répondu, me surprenant moi-même par la certitude de ma voix. Amanda m'a aidé à charger mes bagages dans un taxi qui nous attendait, discutant avec enthousiasme des projets sur lesquels j'allais travailler et de l'appartement où j'allais séjourner. Alors que nous traversions les rues animées de Lima, la réalité de ma décision s'est finalement imposée complètement. J'étais ici. Je l'avais fait. Tu devrais probablement appeler ta famille, a dit Amanda doucement alors que nous approchions de notre destination. D'après ce que tu m'as dit, ils sont probablement hors d'eux-mêmes d'inquiétude. J'ai hoché la tête, sachant qu'elle avait raison. Une fois arrivé à l'immeuble d'appartement et mes bagages montés dans ma nouvelle maison, une unité simple mais propre d'une chambre avec des meubles basiques, Amanda m'a laissé m'installer, promettant de revenir le matin pour m'emmener au bureau de Plazé. Seul dans l'appartement calme, avec les bruits de Lima filtrant par la fenêtre ouverte, j'ai finalement rassemblé mon courage et initié un appel vidéo à mes parents. Ils ont répondu presque immédiatement, leur visage apparaissant sur mon écran marqué par l'inquiétude et ce qui semblait être plusieurs nuits blanches. Sophia, Dieu merci, a murmuré ma mère, la voix brisée. Vas-tu bien? Où es-tu exactement? Je vais bien, les ai-je assurés. Je suis à Lima. Je suis arrivé en toute sécurité il y a environ 2 heures. Qu'est-ce qui te prenait? A exigé mon père, son soulagement cédant rapidement à la colère. Disparaître comme ça, envoyer ce message cryptique, ignorer nos appels. Je pensais qu'il était temps pour moi de prendre une décision pour moi-même, sans opinion,
critique ou comparaison, ai-je répondu calmement. J'ai reçu une opportunité incroyable, et je l'ai saisie. Mais le Pérou, un travail que tu n'as jamais fait auparavant, tout laissé derrière toi, la voix de ma mère s'est élevée en hauteur. Ce n'est pas être indépendante, Sophia. C'est être imprudente. Est-ce à cause de Noël? Jessica était apparue derrière mes parents. À cause du livre? C'était juste un livre, Sophia. Tu n'as pas eu à voler jusqu'à un autre continent pour faire passer un message. Ce n'était pas seulement à propos du livre, ai-je expliqué, gardant mon sang-froid. Le livre a été simplement la dernière impulsion dont j'avais besoin. Il s'agit de 25 ans de sentiment de ne jamais être assez bien, jamais assez excitante, jamais assez réussie par rapport à Jessica. Il s'agit enfin de faire quelque chose pour moi-même, pas pour plaire à quelqu'un d'autre. Nous n'avons jamais dit que tu n'étais pas assez bien, a protesté mon père. Tu n'as pas eu à le dire. Tout ce que tu faisais le montrait, ai-je répondu. Chaque cadeau, chaque conversation, chaque conseil montrait clairement que vous pensiez que j'échouais d'une manière ou d'une autre dans la vie parce que je n'étais pas comme Jessica. Ce n'est pas juste, a rétorqué ma mère. Nous voulions juste ce qu'il y avait de mieux pour toi. Nous voulions que tu atteignes ton potentiel. Non, vous vouliez que je sois quelqu'un que je ne suis pas, ai-je dit fermement. Je ne suis pas Jessica. Je ne le serai jamais. Et c'est normal. Je n'ai pas besoin d'être elle pour être précieuse, réussie ou heureuse. Alors tu fuis au Pérou pour prouver un point, a demandé mon père avec incrédulité. Je n'ai pas fui. J'ai avancé, les jeux corrigés. J'ai accepté un travail qui m'enthousiasme, qui me met au défi, qui me donne un but. N'est-ce pas ce que vous vouliez? Que je grandisse et que je prenne ma vie en main? Ce n'est pas ce que nous voulions et tu le sais, a dit ma mère, en s'essuyant les larmes. Peut-être que c'est ça le problème, ai-je dit doucement. Vous aviez une vision si spécifique de ce que ma vie devait être que vous ne pouviez pas voir que j'avais peut-être ma propre vision. Jessica s'est rapprochée de la caméra. Sophia, nous nous inquiétons juste pour toi. C'est tellement différent de toi. Tu as toujours été la pragmatique, la planificatrice. Et maintenant, tu as tout jeté sur un coup de tête. Ce n'était pas un coup de tête, ai-je insisté. C'était la décision la plus intentionnelle que j'ai jamais prise. Et je n'ai pas tout jeté. J'ai changé de direction. Il y a une différence. La conversation a continué en cercle pendant près d'une heure. Mes parents ont alterné entre confusion, colère, blessure et préoccupation. Jessica alternait entre m'accuser de rechercher l'attention et exprimer une réelle inquiétude quant à mon état mental. Je suis resté ferme, expliquant mon raisonnement et les assurant que j'étais en sécurité et confiante dans ma décision. Je ne reviens pas, ai-je dit finalement. Pas de sitôt, en tout cas. J'ai un contrat de 6 mois ici, et j'ai l'intention de le remplir. J'espère qu'avec le temps, vous comprendrez et soutiendrez mon choix. Nous te soutenons toujours, a dit ma mère, bien que son ton suggéra des réserves. Nous voulons juste que tu fasses attention et que tu gardes le contact. Ne nous repousse plus. Je promets que j'appellerai régulièrement, ai-je accepté, et j'enverrai des mises à jour sur mon travail ici. C'est un travail vraiment significatif et important. Alors que nous nous préparions à mettre fin à l'appel, l'expression de mon père s'est légèrement adoucie. Ce livre t'a vraiment affecté, n'est-ce pas? D'une certaine manière, ai-je admis, mais pas de la manière que vous aviez prévue. Après avoir terminé l'appel, je suis resté près de la fenêtre de mon nouvel appartement, regardant la ville inconnue qui s'étendait devant moi. La conversation avait été difficile mais nécessaire. J'avais maintenu ma position, conservé mes limites, et entamé le processus de redéfinition de ma relation avec ma famille en tant qu'égale, et non en tant que fille perpétuellement décevante. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Jessica. Je pense toujours que tu es folle, mais j'admire un peu tes tripes. Reste prudente là-bas. C'était un petit geste, mais cela ressemblait à la première reconnaissance de ma famille que ce changement spectaculaire n'était peut-être pas entièrement négatif. Avec un petit sourire, je me suis détourné de la fenêtre et j'ai commencé à déballer ma nouvelle vie. Mon réveil a sonné à 6h30 le lendemain matin, la sonnerie inconnue me désorientant momentanément. La lumière du soleil filtrait à travers des rideaux que je ne reconnaissais pas, et les bruits filtrant par la fenêtre étaient ceux d'une ville qui se réveille, mais pas ma ville. Puis la réalité est revenue. J'étais à Lima.
C'était ma nouvelle maison. Aujourd'hui était mon premier jour chez Ecofuture. Amanda est arrivée ponctuellement à 8 heures pour m'escorter au bureau, un entrepôt converti dans un quartier animé rempli d'art de rue et de petits cafés. L'espace de travail d'Ecofuture était décloisonné avec des bureaux disposés en grappes collaboratives, des plantes suspendues aux poutres apparentes et des murs recouverts de cartes et de calendriers de projet. Carlos m'a accueilli chaleureusement, me présentant à l'équipe de 15 personnes de divers pays et horizons professionnels. Lucia m'a montré mon poste de travail, déjà équipé d'un ordinateur portable et d'un kit de bienvenue comprenant une bouteille d'eau de l'entreprise, un carnet et des informations sur les projets à venir. Nous allons commencer par une orientation cette semaine, a-t-elle expliqué. Tu observeras différents membres de l'équipe et tu apprendras nos diverses initiatives avant de te concentrer sur ton rôle spécifique au sein du programme de littératie financière. Les premiers jours ont été un tourbillon d'informations, de nouveaux visages et d'adaptation à la fois à une culture de travail différente et à un pays différent. Contrairement à la structure rigide de mon cabinet de comptabilité, Ecofuture fonctionnait avec une flexibilité qui semblait initialement chaotique, mais qui s'est progressivement révélée intentionnelle et efficace. Mon emploi précédent impliquait une interaction minimale avec les autres, communiquant principalement par email et réunions programmées. Ici, la collaboration était constante et spontanée. Les gens se rassemblaient autour de tableaux blancs pour résoudre des problèmes, appelaient des séances de brainstorming impromptues et partageaient régulièrement des repas ensemble. À la fin de ma première semaine, j'avais déjà visité 2 sites communautaires en dehors de Lima, observant les installations d'énergie solaire et les projets agricoles qui formaient l'épine dorsale du travail d'Ecofuture. La semaine suivante, j'ai commencé à développer un programme pour le programme de littératie financière, en adaptant les principes comptables pour qu'ils soient accessibles et pertinents pour les petits entrepreneurs des communautés rurales. Le travail me mettait au défi d'une manière que mon emploi précédent n'avait jamais fait. Je n'appliquais pas seulement des formules connues ou ne suivais pas des procédures établies. Je créais quelque chose de nouveau, quelque chose qui aurait un impact direct sur la vie et les moyens de subsistance des gens. Lorsque je rencontrais des obstacles, je ne pouvais pas simplement consulter un manuel ou suivre un protocole. Je devais innover, collaborer et souvent sortir de ma zone de confort. Le plus difficile de tout était la barrière de la langue. Bien que de nombreux membres de l'équipe parlent anglais et que des traducteurs soient disponibles pour les visites communautaires, j'ai rapidement réalisé qu'apprendre l'espagnol était essentiel. Je me suis inscrite à des cours du soir et j'ai pratiqué assidûment, améliorant progressivement mon vocabulaire et ma confiance. Un mois après mon arrivée au Pérou, j'ai commencé un blog documentant mes expériences. Initialement conçu comme un journal personnel et un moyen de partager des mises à jour avec des amis, il a rapidement attiré un public plus large. J'ai écrit honnêtement sur les défis de ma vie dramatique, les récompenses du travail significatif et le processus de découverte de capacités que j'ignorais posséder. Un article sur le fait de quitter ma vie confortable mais insatisfaisante pour poursuivre un but a particulièrement résonné, étant partagé des milliers de fois et attirant des commentaires de personnes du monde entier envisageant des changements similaires. Les lecteurs se sont connectés à ma vulnérabilité, à mon mal du pays occasionnel et à ma conviction croissante que j'avais fait le bon choix malgré les difficultés. Ma relation avec ma famille a évolué lentement grâce à des appels vidéo hebdomadaires. Les premières conversations étaient tendues, mes parents questionnant toujours ma décision et Jessica alternant entre curiosité de soutien et rappel subtil de ses propres aventures européennes. Mais au fil des semaines et alors que je partageais davantage mon travail et ma confiance croissante, leur ton a commencé à changer. Tu as l'air différente, a observé ma mère lors de notre appel fin février. Plus animée quand tu parles de ton travail. Je me sens différente, ai-je admis. Je me sens mise au défi et valorisée ici d'une manière que je n'ai jamais ressentie auparavant. Le blog est vraiment bien, m'a surprise Jessica en disant. Ton écriture est captivante. Je l'ai partagée avec des amis. Mon père est resté le plus réservé, suggérant encore occasionnellement que j'envisage mes prochaines étapes après la fin du contrat. Mais même lui a reconnu que l'expérience était clairement bénéfique. Tu sors certainement de ta zone de confort, a-t-il concédé. Cette croissance est précieuse. En mars, je m'étais complètement installé dans mon rôle chez Ecofuture. Je dirigeais des ateliers dans des communautés en dehors de Lima, ayant développé un programme qui combinait des pratiques comptables de base avec des connaissances locales et des contextes culturels. Voir l'impact direct de mon travail alors que les petites entreprises mettaient en place de nouveaux systèmes et gagnaient en confiance dans leurs décisions financières m'a apporté une satisfaction que je n'avais jamais expérimentée dans mon rôle en entreprise. Mon espagnol s'était suffisamment amélioré pour des conversations basiques sans traducteur,
me permettant de me connecter plus directement avec les communautés que nous servions. J'avais noué des amitiés avec mes collègues et les résidents locaux, construisant un réseau social qui semblait plus authentique que les relations professionnelles polies que j'avais entretenues chez moi. Le blog était devenu une plateforme modeste avec plusieurs milliers de followers et des opportunités occasionnelles de partenariat de contenu payant avec des sites web de voyages éthiques et de changement de carrière. Ce projet secondaire inattendu a non seulement fourni un revenu supplémentaire pour compléter mon salaire réduit, mais m'a également connecté avec une communauté de personnes naviguant dans leur propre transition de vie. Peut-être le plus significatif, j'avais développé une nouvelle relation avec moi-même. La Sophia constante qui avait toujours existé en relation avec Jessica où les attentes parentales étaient remplacées par une Sophia qui prenait des décisions basées sur ses propres valeurs et ambitions. J'ai découvert que j'étais plus résiliente, plus créative et plus aventureuse que je ne me l'étais jamais accordé. En avril, j'ai reçu un email de l'équipe de direction d'EcoFuture me demandant de les rencontrer à propos de mon contrat. Bien qu'il n'expire qu'en juillet, j'ai craint qu'ils ne planifient une résiliation anticipée. Au lieu de cela, ils m'ont offert une opportunité inattendue. Nous avons reçu des financements pour une nouvelle initiative, a expliqué Carlos lors de notre réunion. Un partenariat avec plusieurs autres organisations pour développer un programme complet de microfinancement dans 3 pays, le Pérou, la Colombie et l'Équateur. Nous aimerions que vous preniez un rôle de premier plan dans la conception de la composante d'éducation financière. Ce serait un engagement de 2 ans, a ajouté Lucia. Avec des responsabilités et une rémunération accrue, nous avons été impressionnés par votre adaptabilité et le succès de votre programme actuel. J'étais sans voix. Non seulement il confirmait ma valeur pour l'organisation, mais il m'offrait une chance d'élargir mon impact de manière significative. La décision aurait dû être difficile, nécessitant une considération attentive des implications de carrière à long terme et des sacrifices personnels. Mais en m'asseyant en face d'eux dans la salle de conférence ensoleillée, j'ai su immédiatement quelle serait ma réponse. Je serais honoré d'accepter, ai-je dit, un sourire s'étalant sur mon visage. Ce soir-là, j'ai appelé ma famille pour partager la nouvelle. Pour la première fois depuis mon départ, il n'y avait aucune nuance d'inquiétude ou de réserve dans leur réponse. C'est merveilleux, Sophia, a dit ma mère sincèrement. Ils reconnaissent clairement vos contributions. Un projet de 2 ans à travers plusieurs pays, a médité mon père. C'est une expérience internationale substantielle pour votre CV. Félicitations, sœur, a ajouté Jessica. On dirait que tu as trouvé ta voie. C'était un petit changement de langage, mais significatif. Il ne considérait plus mon travail au Pérou comme un détour temporaire ou une réaction impulsive. Il commençait à le voir comme une voie de carrière légitime, une qui convenait à mes forces et intérêts spécifiques plutôt que d'être mesurée par rapport à la trajectoire de Jessica. Alors que l'appel se terminait, ma mère a hésité, puis a ajouté, « Nous avons pensé à venir vous rendre visite si cela vous convient. Peut-être en juin, nous aimerions beaucoup voir votre travail de première main. » J'aimerais ça, ai-je répondu, surprise de constater que je le pensais sincèrement. 5 mois après ma décision impulsive de Noël, je me tenais à nouveau sur le balcon de mon appartement, regardant le coucher de soleil sur Lima. La ville ne me semblait plus étrangère. Elle était devenue un foyer. Le travail ne semblait plus intimidant. Il était devenu ma passion. Et la personne que j'étais devenue ne se sentait plus comme une réaction contre les attentes de ma famille, mais plutôt comme une expression authentique de qui j'avais toujours été sous mon extérieur accommodant. Le livre Comment grandir qui avait déclenché cette transformation avait disparu depuis longtemps, laissé sur le lit de mon enfance. Mais sa leçon involontaire avait pris racine et prospéré. Grandir ne consistait pas à suivre un chemin prescrit ou à atteindre des jalons externes. Il s'agissait d'avoir le courage d'écouter sa voix intérieure même lorsque celle-ci chuchotait des suggestions qui semblaient radicales ou risquées. Il s'agissait de définir le succès selon ses propres critères plutôt que de se comparer aux autres. Il s'agissait de reconnaître que parfois le plus grand acte d'amour-propre est de décevoir ceux qui veulent vous maintenir à petite échelle. Le livre Comment grandir qui m'avait autrefois semblé une insulte était devenu le catalyseur involontaire pour que la version la plus authentique de moi-même émerge. En essayant de plaire à mes parents en suivant leurs conseils, bien que d'une manière inattendue, j'avais finalement rompu avec le besoin de leur approbation. Et ironiquement, cette indépendance avait ouvert la voie à une relation plus saine et plus honnête avec eux que nous n'en avions jamais eu auparavant. Alors que le soleil se couchait sur Lima, projetant une lumière dorée sur la ville que j'appelais maintenant chez moi, j'ai ressenti une profonde gratitude pour ce cadeau de Noël et tout ce qui a suivi.
Parfois, les plus beaux cadeaux ne sont pas ceux que nous voulons, mais ceux qui nous poussent à devenir les personnes que nous sommes censés être. J'avais découvert que c'était là le vrai sens de grandir. Avez-vous déjà reçu un cadeau qui vous a d'abord déçu mais qui a fini par changer votre vie de manière inattendue? Ou avez-vous déjà pris un audacieux pari que d'autres ont remis en question mais qui a conduit à votre propre croissance personnelle? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si ce voyage à la recherche de mon propre chemin vous a touché, appuyez sur ce bouton j'aime. Abonnez-vous pour entendre d'autres histoires de transformation et partagez ceci avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'encouragement pour faire son propre saut. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Et rappelez-vous, parfois la croissance la plus significative se produit lorsque nous sortons complètement de nos zones de confort. 6 mois jour pour jour après avoir embarqué dans ce vol qui a changé ma vie pour Lima, je me tenais dans la zone des arrivées de l'aéroport international Jorge Chavez, attendant nerveusement ma famille. Leur vol de Boston avait atterri il y a 20 minutes, et selon l'application de suivi sur mon téléphone, ils avaient passé l'immigration et devraient apparaître dans la zone publique d'un moment à l'autre. J'avais passé la semaine précédente dans un tourbillon de préparation, nettoyant en profondeur mon appartement, planifiant des itinéraires qui présenteraient à la fois mon travail et la beauté du Pérou, et répétant mentalement comment j'allais naviguer cette première réunion en personne. Malgré notre relation améliorée par les appels vidéo, j'abritais encore de l'anxiété quant à la réaction de ma famille face à ma nouvelle vie lorsqu'elle serait confrontée à sa réalité. Les portes automatiques se sont ouvertes et les voilà. Maman, papa et Jessica, fatigués du long vol, mais scrutant la foule avec impatience. J'ai levé la main et j'ai fait signe, mon cœur battant la chamade alors qu'ils me repéraient et se frayaient un chemin vers moi, tirant leurs bagages derrière eux. Sophia, ma mère m'a atteinte la première, m'enlaçant dans une étreinte serrée qui sentait son parfum familier. Oh, regarde-toi. Tu as l'air merveilleuse. Elle a reculé, étudiant mon visage avec des larmes dans les yeux. Je savais ce qu'elle voyait. J'étais plus bronzé qu'avant, mes cheveux plus clairs du soleil et coupés dans un style plus pratique. J'avais perdu du poids grâce au mode de vie actif et à la marche partout. Mais le changement le plus significatif était probablement dans mon expression, ma posture, la confiance avec laquelle je me tenais. Mon père m'a serré dans ses bras ensuite, plus réservé, mais toujours ému. Content de te voir, gamine, a-t-il dit d'une voix rocailleuse. Jessica m'a donné une brève étreinte. Joli bronzage, a-t-elle commenté avec un sourire. Un look très différent pour toi. Nous avons chargé leurs bagages dans le taxi que j'avais réservé et nous sommes allés à mon appartement. En traversant les rues colorées de Lima, j'ai montré les monuments et partagé des histoires sur ma vie quotidienne. Ma famille a posé des questions et s'est exclamée devant les différences par rapport à la maison, mais j'ai pu sentir qu'ils se retenaient de juger, traitant toujours de ce changement dramatique de leur fille aînée prévisible. Mon appartement, bien que petit, avait été transformé au fil des mois en une maison confortable qui reflétait mes nouvelles sensibilités. Des textiles fabriqués localement égayaient les murs. Des plantes prospéraient sur toutes les surfaces, et mon jardin sur le balcon d'herbes et de fleurs était devenu ma fierté et ma joie. J'avais arrangé un matelas pneumatique dans le salon pour mes parents et vidé mon coin bureau pour Jessica. C'est confortable, a commenté ma mère diplomatiquement pendant qu'il s'installait. Très coloré, a ajouté mon père, regardant les tentures murales tissées. Jessica s'est promenée jusqu'à ma bibliothèque, examinant les livres d'espagnol et le matériel de travail. Alors, c'est ici que la magie du blog opère, a-t-elle dit, en désignant mon installation d'ordinateur portable. Parfois, ai-je reconnu, bien que j'écrive souvent dans des cafés aussi. Pendant le dîner à mon restaurant local préféré, la conversation a coulé plus facilement que je ne l'avais anticipé. Mes parents ont posé des questions réfléchies sur mon travail, semblant sincèrement intéressés à comprendre les projets qui occupaient désormais mes journées. Jessica a partagé des nouvelles de la maison, y compris sa récente promotion et ses projets pour un autre voyage européen, mais sans l'avantage concurrentiel qui avait autrefois caractérisé nos interactions. Le lendemain, je les ai emmenés au bureau d'Eco-Futur, leur présentant mes collègues et leur montrant les matériaux que j'avais développés pour le programme de littératie financière. Carlos et Lucia les ont chaleureusement accueillis, parlant hautement de mes contributions à l'équipe. Votre fille a une capacité remarquable à traduire des concepts financiers complexes en outils pratiques qui résonnent vraiment auprès de nos partenaires communautaires, a dit Carlos à mes parents qui rayonnaient d'une fierté que j'avais rarement vue diriger vers moi. Le programme qu'elle a développé est adopté par nos partenaires en Colombie et en Équateur également, a ajouté Lucia.
Il a un impact bien au-delà de ce que nous avions initialement projeté. Plus tard cette semaine-là, nous avons voyagé dans l'une des communautés rurales où j'avais donné des ateliers. Alors que mes parents et Jessica m'observaient diriger une session avec des entrepreneurs locaux, communiquant dans mon espagnol désormais servissable, et interagissant avec confiance avec les participants, j'ai pu voir un changement dans leur perception s'opérer. Je n'aurais jamais imaginé que tu ferais quelque chose comme ça, a dit ma mère plus tard alors que nous traversions la communauté. Tu étais toujours si réservée, si prudente. Je me suis surprise aussi, ai-je admis, mais il s'avère que ces qualités, être méthodique et axé sur les détails, sont aussi des forces ici. Elles ont simplement une apparence différente dans ce contexte. Lors de notre dernière soirée ensemble avant leur retour aux États-Unis, nous nous sommes assis sur mon balcon en partageant une bouteille de vin péruvien. Les lumières de la ville scintillaient en dessous, et la conversation était devenue réfléchie. Nous te devons des excuses, Sophia, a dit mon père, posant soudainement son verre. Nous réalisons maintenant que nous avons mis beaucoup de pression sur toi, te comparant toujours à ta sœur, même quand nous n'avions pas l'intention de le faire. Nous pensions que nous t'aidions, a ajouté ma mère, cherchant ma main. À pousser vers ce que nous pensions être le succès. Nous n'avons pas vu que tu devais définir cela pour toi-même. Et j'étais probablement insupportable, a admis Jessica avec un sourire moqueur. Je parlais toujours de mes réalisations, sans jamais vraiment reconnaître les tiennes parce qu'elles étaient différentes des miennes. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, une émotion inattendue me serrant la gorge. Merci de dire ça. Cela signifie beaucoup de l'entendre. Mon père s'est raclé la gorge. Nous t'avons apporté quelque chose. Il a sorti un paquet de son sac et me l'a tendu avec un sourire incertain. Je l'ai déballé pour trouver un livre. Mais contrairement au volume Comment grandir qui avait catalysé ma transformation, celui-ci s'intitulait Comment être fier de ses enfants. À l'intérieur, mes parents avaient écrit une inscription sincère à notre remarquable fille Sophia, qui nous a appris que grandir signifie avoir le courage de tracer son propre chemin. Nous ne pourrions pas être plus fiers de la femme que tu es devenue. Avec amour et admiration, maman et papa. Nous pensions que c'était approprié, a expliqué ma mère, la voix douce d'émotion. C'est nous qui avions besoin de grandir, d'élargir notre compréhension du succès et de l'épanouissement. Cette nuit-là, après que ma famille se soit endormie, je me suis assise seule sur mon balcon, réfléchissant à l'incroyable voyage des 6 derniers mois. J'étais venu au Pérou en fuyant quelque chose, mais j'avais fini par courir vers moi-même, vers une vie qui correspondait à mes valeurs et me mettait au défi d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Le blog que j'avais commencé comme un journal personnel était devenu une plateforme atteignant des milliers de lecteurs cherchant leur propre transformation. Mon travail chez EcoFuture était passé d'un poste temporaire à un rôle de leadership dans une initiative multinationale. Et peut-être le plus significatif, ma relation avec ma famille avait évolué d'une comparaison constante et de déception à un respect mutuel et une appréciation sincère. Rien de tout cela ne se serait produit si je n'avais pas reçu ce cadeau de Noël apparemment insultant. Si je n'avais pas canalisé ma douleur en action décisive, si je n'avais pas fait le saut qui me terrifiait. Le livre que mes parents m'avaient donné, destiné à me guider vers le succès conventionnel, m'avait involontairement poussé vers un épanouissement authentique à la place. Dans les mois qui ont suivi la visite de ma famille, ma vie a continué d'évoluer de manière inattendue. Le programme élargi de microfinancement a été lancé avec succès dans les 3 pays, avec mon programme comme élément central. Mon blog a été présenté dans plusieurs publications majeures, ouvrant la voie à des opportunités de conférences sur les changements de carrière et le travail axé sur le but. J'ai commencé à sortir avec Miguel, l'un des spécialistes agricoles d'EcoFuture, dont la passion pour les pratiques agricoles durables et l'engagement envers l'autonomisation des communautés s'alignaient magnifiquement avec mes propres valeurs évolutives. Notre relation s'est développée lentement et avec réflexion, un autre départ de mon approche autrefois prudente de la vie. Jessica et moi avons établi une nouvelle dynamique, envoyant des SMS régulièrement et soutenant nos chemins distincts sans compétition. Elle a même contribué avec un article invité à mon blog sur la recherche d'un but au sein des structures de carrière traditionnelles, offrant une perspective complémentaire à mon récit de changement plus radical. Mes parents, fidèles à leurs paroles, ont continué à montrer de l'intérêt et de la fierté pour mon travail. Ils ont affiché des photos de leur voyage au Pérou dans leur maison et ont partagé des mises à jour sur mes projets avec des amis et la famille. Pour mon anniversaire, ils ont envoyé un colis qui comprenait des livres sur le développement international et l'entrepreneuriat social, plutôt que les volumes d'auto-amélioration des années précédentes. Peut-être le plus significatif de tout, j'ai commencé à écrire mon propre livre.
S'inspirant de mes articles de blog et de mes journaux personnels, j'ai créé un récit sur la redéfinition du succès, la prise de risques significatifs et la recherche d'un but par des chemins inattendus. Je l'ai intitulé « Comment trouver votre propre chemin, leçon tirée de tout laisser derrière soi ». Un an après ma décision impulsive de Noël, je me tenais à nouveau sur le balcon de mon appartement, regardant les rythmes familiers des rues de Lima en contrebas. Ma vie s'était transformée si complètement que la personne que j'avais été, la fille attentionnée qui cherchait toujours l'approbation, semblait être un personnage de l'histoire de quelqu'un d'autre. J'avais appris que grandir, la véritable maturité, ne consistait pas à atteindre des étapes externes ou à suivre des étapes prescrites. Il s'agissait d'avoir le courage d'écouter sa voix intérieure même lorsque celle-ci murmurait des suggestions qui semblaient radicales ou risquées. Il s'agissait de définir le succès selon ses propres critères plutôt que de se comparer aux autres. Il s'agissait de reconnaître que parfois le plus grand acte d'amour-propre est de décevoir ceux qui veulent vous maintenir à petite échelle. Le livre Comment grandir qui m'avait autrefois semblé une insulte était devenu le catalyseur involontaire pour que la version la plus authentique de moi-même émerge. En essayant de plaire à mes parents en suivant leurs conseils, bien que d'une manière inattendue, j'avais finalement rompu avec le besoin de leur approbation. Et ironiquement, cette indépendance avait ouvert la voie à une relation plus saine et plus honnête avec eux que nous n'en avions jamais eu auparavant. Alors que le soleil se couchait sur Lima, projetant une lumière dorée sur la ville que j'appelais maintenant chez moi, j'ai ressenti une profonde gratitude pour ce cadeau de Noël et tout ce qui a suivi. Parfois, les plus beaux cadeaux ne sont pas ceux que nous voulons, mais ceux qui nous poussent à devenir les personnes que nous sommes censés être. J'avais découvert que c'était là le vrai sens de grandir. Avez-vous déjà reçu un cadeau qui vous a d'abord déçu mais qui a fini par changer votre vie de manière inattendue? Ou avez-vous déjà pris un audacieux pari que d'autres ont remis en question mais qui a conduit à votre propre croissance personnelle? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si ce voyage à la recherche de mon propre chemin vous a touché, appuyez sur ce bouton j'aime. Abonnez-vous pour entendre d'autres histoires de transformation et partagez ceci avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'encouragement pour faire son propre saut. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Et rappelez-vous, parfois la croissance la plus significative se produit lorsque nous sortons complètement de nos zones de confort.